je reviendrai effectivement un peu sur Gandhi, cette fois-ci sur sa vie aussi, qui a bien incarné cette phrase, notamment la deuxième partie, l'amour ne meurt jamais. Vous savez qu'il est mort tragiquement, assassiné en 1947, parce que l'Inde s'est émancipée, il y a eu cette guerre civile terrible, cette guerre civile d'abord, et ensuite séparation, scission avec le Pakistan, et une guerre entre les deux, entre musulmans et hindous. Lui était hindou, hein, d'ailleurs, mais très ouvert sur les autres cultures, très syncrétiste. Hein. Il connaissait très bien l'évangile. Il cite souvent l'évangile d'ailleurs. Et il a mis effectivement en pratique la fameuse Aïcha, dont tu as très bien parlé, effectivement la non-violence, le principe indien de non-violence contre les Anglais. Et ça a marché. Ça a marché. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des actions quand même, des grèves, voilà. Mais le but, c'était quand même de chasser les Anglais. Bon. Mais il n'y avait pas de violence physique de la part de Gandhi. Il y a eu certains Indiens qui voulaient prendre des armes, certains l'ont fait, mais il y a eu assez peu finalement de morts par rapport à beaucoup de libérations nationales. La guerre d'Algérie, ça a été une boucherie, là, par exemple. Donc c'est exemplaire. L'Inde a réussi à s'émanciper du joug anglais grâce à l'intelligence aussi de Gandhi, parce que bon, c'était un avocat, un homme très intelligent. Et il connaissait bien l'Angleterre, puisqu'il avait fait ses études en Angleterre et en Afrique du Sud, qui était une colonie anglaise aussi à l'époque. Et donc il a compris qu'il avait affaire quand même à une puissance coloniale qui ne représentait pas un mal absolu. Il y avait des valeurs chrétiennes, il y avait des bonnes personnes, parmi même les Britanniques en place, dans l'armée britannique. Il a même eu des relations amicales avec Toynbee, qui se sont un peu connus. Toynbee qui était d'ailleurs chargé d'histoire dans l'armée britannique, aux archives historiques de l'armée britannique, un peu planqué, hein, et voilà, bon, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup, justement, vu que la résistance était plutôt pacifique avec Gandhi, il n'y avait pas beaucoup de morts anglais non plus, hein, il n'y a pas eu beaucoup de morts des deux côtés. Donc, bon, il y a eu quand même des violences, Gandhi a fait un peu de prison, il a chaque fois été libéré, parce que bonne conduite, et il avait beaucoup de soutien médiatique. Il a su jouer sur les médias anglo-saxons, notamment le magazine Life, qui a été décisif. Les Américains, qui étaient déjà très puissants à l'époque, ont fait vraiment pression sur l'Angleterre pour qu'elle lâche l'Inde, ce qui arrangeait bien les Américains aussi, hein, bien sûr, pour faire des affaires avec l'Inde, vendre des armes, etc., dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Mais bon, en tout cas, il y a eu cette pression américaine, notamment, qui a été décisive. Mais les Anglais, quand même, en même temps, ils avaient leurs valeurs chrétiennes, et donc ils étaient mis en contradiction avec ces valeurs chrétiennes, puisqu'un bon chrétien ne peut pas justifier la colonisation, l'asservissement d'un peuple. Donc il y a eu des voix qui se sont élevées, donc un travail j'allais dire, de sape qui s'est fait, qui a écœuré les Anglais, et du coup, ils ont lâché le morceau. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Le film Gandhi, qui est déjà assez ancien, avec un célèbre acteur au crâne dégarni, voilà, Ben Kingsley, merci. Acteur au crâne dégarni, qui incarnait très bien Gandhi, le montre bien. Et Gandhi, très intelligemment, il répondra à un journaliste qui lui dit: oui, mais si l'envahisseur avait été les Allemands, les nazis, est-ce que ça aurait marché? Et Gandhi, très intelligent, dit non. Là, il aurait fallu prendre des armes, il respecte la résistance, les gens qui ont pris les armes, qui ont tué. Il n'y avait pas le choix. Contre les nazis, on n'avait pas le choix. Si on voulait se libérer, il fallait prendre des armes et tuer. Et quand on tuait, en réalité, on tue aussi des pères de famille. Hein. Les soldats allemands, ce sont aussi des pères de famille. Malheureusement, il n'aurait pas eu le choix, effectivement. Ça aurait été très différent que par rapport aux Anglais, qui ne représentaient pas ce mal absolu d'un régime totalitaire, nazi, stalinien ou autre. Hein. Bon. Donc, adapter effectivement la réponse à l'envahisseur, la non-violence. Alors, pour reparler un peu de la France, ça a marché aussi au Sénégal, qui est un pays qui s'est décolonisé en paix. On a parlé d'un Gandhi africain, qui s'appelle Ibrahim Bamba, Ibrahim Bamba, qui est un musulman, un musulman très modéré, qui fait partie de la congrégation soufiste. Les soufistes sont des pacifistes dans l'islam. D'ailleurs, ils sont souvent persécutés par l'islam majoritaire, c'est vraiment des pacifistes. Contre la violence, et ça a marché aussi au Sénégal. On parle moins que Gandhi, il est moins célèbre, mais on l'a appelé parfois le Gandhi africain. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'exemples de décolonisation qui se sont faites en douceur. Hein. C'est peut-être les seuls exemples, l'Inde et le Sénégal. J'en connais pas d'autres, en tout cas, il y en a peut-être d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup, malheureusement.
Et maintenant, pour élargir un petit peu, je vais quand même reprendre cette phrase avec d'autres références, peut-être plus dans un sens d'amour, parce que là, avec Béatrice, on a surtout pris l'amour au sens de l'amour du prochain, au sens d'agapé. C'est surtout dans ce sens-là, évidemment, qu'il faut comprendre la phrase. Mais je pense que cette phrase peut aussi quand même s'adapter aux autres formes d'amour, notamment l'amour éros aussi, en passant par Freud, puisque la grande théorie de Freud, vous connaissez, donc je vois un sourire. C'est vrai qu'on ne peut pas difficilement parler d'amour sans parler de Freud quand même. Bon. Freud qui a eu d'ailleurs, qui a fait partie d'un mouvement pacifiste avec Albert Schweitzer, que tu as cité, qui est un compatriote alsacien. Oui, c'est vrai. Oui, tu as un grand homme, j'étais touché que tu en parles, parce qu'on en parle rarement de Schweitzer. Très grand spécialiste de la pensée indienne d'ailleurs. Il a écrit un très beau livre, La pensée indienne, qui est très clair. Si vous voulez vraiment à lire, alors c'est une petite parenthèse, on lit quelque chose de clair, synthétique sur la pensée indienne, parce que vous avez plein de bouquins, mais c'est énorme, c'est compliqué. Lisez Albert Schweitzer, La pensée indienne. J'espère qu'il n'est pas épuisé, qu'il se trouve toujours. Dans la collection Payot, bon, si vous trouvez. Sinon, vous pouvez aller voir sur Internet, vous pouvez avoir des extraits au moins, ou sur Amazon. Voilà, en tout cas, vous pourrez trouver, et ça vaut le coup si vous êtes passionné, enfin, si vous aimez la pensée indienne. Et donc, Freud a la théorie que l'éros, finalement, peut être sublimé. Sa fonction est essentiellement la reproduction sexuelle, ou en tout cas le plaisir aussi, la communion des âmes aussi, des corps et des âmes. L'éros, ce n'est pas que sexuel, pour Freud, mais il dit que tout part d'éros et que l'amour du prochain, c'est un éros sublimé. Je dis ça, pourquoi j'évoque l'éros de Freud? Parce que Gandhi a aussi ce qu'on pourrait appeler, ce que certains puritains pourraient appeler une part d'ombre, comme tout grand homme, hein, il a eu ce petit point faible, enfin, de notre point de vue occidental, dans notre morale chrétienne, il y a une tradition dans certaines branches de l'hindouisme. Alors on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est des rumeurs, et il semblerait quand même que c'est avéré, que vers la fin de sa vie, il aurait eu des relations avec des filles très jeunes. Voilà. C'est vrai. Des filles très jeunes, je confirme. Hein, et a priori, il était pour la bombe atomique, s'il l'avait eu, il l'aurait utilisé. Voilà, bon, ça c'est encore un alors problème. Ça, les filles très jeunes. Comme filtré un peu. Alors là, il y a une dimension peut-être de tantrisme sexuel aussi, à laquelle peut-être, c'est possible que Gandhi, qui était très syncrétique aussi dans l'hindouisme, parce que je rappelle que l'hindouisme c'est une collection de religions, c'est pas une seule religion, c'est une constellation de religions. Et comme il avait un esprit d'ouverture, de synthèse, certainement que certains aspects du tantrisme, y compris sexuel, ont pu l'intéresser. En tout cas, voilà, c'est bon. Et là où je veux en venir, c'est que Gandhi expliquait, il n'était pas dupe, il n'a pas révélé ça tout de suite, ça s'est su par la suite, mais il a quand même dit qu'il avait un désir, qu'il était quelqu'un qui avait beaucoup de violence en lui, mais qu'il se dominait, quoi. Qu'il n'était pas, que c'était un travail sur soi pour être aussi bon, pour être gentil. C'était pas un doux, quoi. Il aurait pu être dur, d'ailleurs c'est un meneur d'homme, hein, c'était le profil du meneur. Donc une forme de violence intérieure. Tu as dit qu'il était hindou, maintenant tu dis que c'était pas hindou. Hindou qui était un petit peu dur, oui. Ouais. Hindou qui pouvait être dur. Et surtout, il reconnaissait qu'il avait vraiment une libido, voilà, on retrouve l'idée de Freud, une libido très très développée. Je trouve qu'il est une très belle illustration de la théorie de la sublimation de Freud. Il a sublimé cette libido, parce que c'est quelqu'un qui adorait les femmes. Mais pour mener à bien sa mission, il était obligé de se calmer, je pense, parce que sinon il aurait eu plein de scandales et il n'aurait jamais pu être l'homme qu'il a été. Hein, bon. Il aurait peut-être eu un sort, non j'exagère, à la DSK. Bon, je ne pense pas quand même à ce point, hein. Non, il ne faut pas exagérer. Mais, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Celui qui n'arrive pas à contrôler sa libido sexuelle, s'il veut faire de la politique, il est mal barré. S'il veut réussir en politique, président, il vaut mieux savoir se contrôler un minimum. Et sublimer, effectivement, l'énergie amoureuse. Et d'ailleurs, je parlais de Freud. Dans la civilisation, Freud dira que l'agressivité, la méchanceté vient souvent, pas seulement, mais bien souvent de la frustration sexuelle. Ça, c'est évident, il me semble. Il y a un disciple dissident de Freud qui a théorisé cette idée, qui s'appelle Reich, Wilhelm Reich, qui a écrit un livre intéressant, un petit peu daté maintenant, on avait vu beaucoup, La psychopathologie de masse du fascisme. Il faut dire ça parce que finalement, par rapport à la montée de certains extrêmes, c'est
dire, bon, ça, que ce soit des services religieux ou politiques, ce livre reprend des couleurs aujourd'hui, je dirais. Il faudrait le relire. Psychologie de masse du fascisme, alors il l'avait écrit par rapport au nazisme, avec la théorie de l'impuissance partielle de Hitler, etc. Bon, chose qu'on connaît bien aujourd'hui. Mais pour lui, la psychologie du fascisme, c'est la psychologie, justement, parce que là, je parle de la haine, parce que le sujet, c'est aussi la haine, c'est pas que l'amour, malheureusement, c'est le sujet. La haine tue toujours. La haine, Freud avait très bien montré qu'il y a une ambivalence entre l'amour et la haine, qu'on peut passer facilement de l'un à l'autre. L'amour déçu conduit à la haine. Si vous prenez la psychologie des dictateurs, celle de Hitler, j'en parle un peu, il y a d'autres psychologues qui en parlent. Il y a eu des déceptions amoureuses, des déceptions professionnelles, etc. On connaît un peu l'histoire, qui ne l'ont pas arrangé. Alors tout le monde ne devient pas un dictateur. On se rend seul comme on peut. Mais en général, comme on dit, quand. Vous savez, cette expression des jeunes, j'ai la haine, ça me fout la haine. Vous avez le film de Kassovitz, La haine, mais qui montre bien cette montée de la haine. Quand vous êtes paumé, au chômage, et que vous vous sentez rejeté par tout le monde, vous pouvez être un chic type au départ. Mais à un moment donné, vous allez tomber dans ce que le Californien Zimbardo appelle le syndrome de... Enfin, l'effet Lucifer, c'est pas le syndrome, c'est l'effet Lucifer, carrément. L'effet Lucifer, c'est le gentil qui devient méchant parce qu'il en a marre de prendre des coups, de se faire exploiter, d'être le dindon de la farce, comme on dit. Malheureusement, c'est quand même parfois le cas. Le chic type, il se fait flouer, il se fait avoir. À un moment donné, il en a marre et ça peut exploser. Ça peut méchamment exploser. Vous avez aussi le contraire, le sale type, mais c'est plus rare quand même, malheureusement, le sale type qui se repent, comme Paul, la main dure, qui devient un des plus grands propagateurs de la foi chrétienne. C'est l'autre exemple, dans l'autre sens. Le méchant qui devient gentil, le gentil qui devient méchant. Ça confirme tout à fait Freud, qui a raison, à mon avis, l'ambivalence entre la haine et l'amour. Vous avez d'ailleurs en ce moment une belle chanson qui passe assez souvent à la radio. Je ne me rappelle plus du nom de la chanteuse, c'est I Love You, I Hate You en anglais. Et on se dit, elle sait pas ce qu'elle veut, un film. C'est pas JP. Si, je crois. Ouais. Ah oui, c'est super la chanson, très belle. Elle envoie du lourd. Elle envoie du lourd. JP, elle est magnifique. C'est elle a numéro 1 une sur voix tous les. Je crois qu'elle est souvent numéro 1 cette chanson. Elle le mérite d'ailleurs, très belle chanson. I Love You, I Hate You. En fait, d'ailleurs, si une femme, je dis une femme plutôt qu'un homme, mais aussi peut-être que c'est plus quand même le fait du féminin, je pense, que l'homme, s'il dira rarement à une femme qu'il la hait d'ailleurs. La femme, plus souvent, le dira à l'homme, peut-être qu'il le mérite plus aussi, on le lui dise, mais souvent, ça veut dire c'est un amour déçu, quoi. Et il y a encore un espoir. Si c'est l'indifférence, c'est là où c'est le pire. L'amour, il y a un pire. Le contraire de l'amour, l'opposé, on peut dire c'est la haine, mais les opposés se rejoignent. Le contraire, ça serait plutôt l'indifférence. Donc la haine peut facilement, enfin l'amour peut facilement se transformer en haine, et heureusement vice-versa. Donc la haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais, parce que même s'il se transforme en haine, c'est qu'il y a toujours de l'amour, et ça peut être sauvé aussi, il y aura un mouvement dialectique, on passe de l'amour à la haine, et on revient à l'amour, ce qui explique que il y a des personnes qui se séparent de leur moitié, qui divorcent, et qui se remarient ensuite. Il y a des champions, nous avons notre champion national de l'égalité, je crois qu'il y a eu 6 mariages, donc 6 divorces, enfin 5 divorces. Il est stable dans son dernier mariage, c'est-à-dire qu'il est malade, il est vieux. Barclay meurt. Et oui, c'est plus fort encore, Eddie Barclay, voilà. Encore plus fort. Voilà. Il y a Richard Burton qui a fait mieux parce que c'était avec la même. Avec la même. Ah oui, avec Liz Taylor. Il a fait 3 fois, je crois. 3 fois avec la même. Ah ouais, d'accord. Oui, là, c'est vraiment, je t'aime moi non plus un petit peu. Donc voilà pour la référence psychanalytique. Et enfin, je voudrais quand même encore revenir un petit peu en Orient, puisque nous sommes dans un café Théo. Bien sûr, on a parlé de Tao, pardon. Café Théo, c'est mercredi, oui, Tao. Donc Gandhi, donc j'ai parlé de Gandhi était un bouddhiste, puis on a parlé de Krishnamurti, effectivement, très belle référence. Vous avez effectivement dans la pensée indienne une branche qui n'est pas très très connue, mais celle du tantrisme. Et il y a la branche aussi du tantrisme, ça veut dire que ça vient de tantra qui veut dire le tissage, et il y a une dimension aussi sexuelle dans le tantrisme, avec l'idée que justement l'amour, y compris charnel, est divin, puisqu'il y a cette représentation de Shiva et Shakti qui font l'amour, et il y a cette idée très belle au fond que reprise un peu par les hippies d'une certaine manière, parce que n'oublions pas que les hippies, il y avait beaucoup
intellectuelle aussi chez les hippies. Il y a eu notamment John Lennon qui a amené toute une génération de jeunes américains, certains hippies, à Katmandou, le fameux pèlerinage. Alors bon, il y a eu aussi des aspects un petit peu négatifs, hein, des jeunes qui n'étaient pas très sérieux, qui voulaient profiter du voyage, prendre de la drogue, sans se faire inquiéter, ou même avoir des relations avec des filles là-bas, pas cher. Bon, des choses voilà, humaines, mais trop humaines, comme dirait Nietzsche. Mais quand même, ce mouvement, un peu hippie, une fascination pour l'Orient, notamment pour la pensée indienne, a quand même apporté des choses positives en Occident, je trouve. Il en reste un peu des choses encore dans la société occidentale. Cette idée que l'idée du hippie, en fait, l'amour par la guerre, c'était justement l'amour dans toutes ses dimensions, l'amour du prochain, comme l'amour sensuel, sexuel, c'est quelque chose qui rend l'homme meilleur. Le fait de ne pas être dans la frustration, de rendre plus doux, ça adoucit les mœurs. Et c'est un peu ça l'idée aussi qu'on a dans le tantrisme, l'idée qu'on va se réaliser davantage si on est bien dans son corps aussi, dans son esprit et son corps. Dans la pensée indienne, on refuse de séparer, on refuse la séparation cartésienne entre l'esprit et le corps. C'est effectivement, nous en Occident, on sépare trop les choses, ça crée beaucoup de malaise. La pensée du tantrisme, du yoga aussi, d'ailleurs le yoga c'est un mot sanskrit qui veut dire l'union. Donc je pense, puisque là je suis un peu dans les solutions contre la haine, d'éventuelles solutions, ça passe par une éducation effectivement, mais une éducation qui serait beaucoup plus holistique, une éducation qui serait qui n'est pas du tout la nôtre. Hein. On est dans une compétition, on met les jeunes dans la compétition de l'école, ça crée de la haine, parce que l'autre, il est de trop quelque part, c'est un concurrent. Alors le pire, c'est la fac de médecine. Hein. Il me paraît que là, c'est l'horreur. Ça va jusqu'à fermer les portes à clé pour que les élèves en retard puissent plus rentrer, pour ne pas pouvoir prendre des cours, ne pas donner les cours, saboter exprès les cours, ou écrire des faux cours pour que l'élève se trompe, parce que il y a une concurrence terrible, et cette concurrence est terriblement malsaine. On est dans un système concurrentiel, même au niveau mondial, et franchement, c'est une grosse catastrophe. Hein. Je ne sais pas comment on va s'en tirer. Et ça crée de la haine, forcément. Forcément, vous avez de la haine. Si quelqu'un est privilégié, est nanti, et vous vous sentez floué par une injustice, ça vous met dans la haine, c'est un peu normal. Donc effectivement, il faudrait travailler ces relations amoureuses. Alors, je terminerai par une petite anecdote. Il y a eu un exposé d'un élève, deux élèves sur la musique, la trance psy, avec d'ailleurs une chanteuse en américain qui disait il faut que vous réalisiez votre Atman à travers l'amour, quelque chose un peu avec un fond de musique un peu hindou. C'était assez, ça faisait penser au sujet d'aujourd'hui. Et il disait, son témoignage, il allait à des rave parties, il pratiquait, il avait amené sa solo, etc. Il a passé la musique, c'était très sympathique. Et il nous disait une chose assez profonde, il disait avec ces mots que dans ces soirées où on danse, on boit beaucoup d'alcool, on fume peut-être un petit joint aussi au passage, mais ça se passe très bien en général. Hein. Voilà, il en faisait un petit peu la promotion, quoi. Et il disait qu'on sent quand on est dans cette soirée que cette musique qui nous enveloppe, hein, on aime pas ce genre de musique, mais c'est une musique qui rentre en vous avec une percussion un peu comme dans la musique, avec le chamanisme, justement aussi, comme dans la musique chamanique avec les percussions, les tambours, vous êtes en transe un petit peu, et il disait vous avez envie d'aimer l'autre tout simplement, mais un amour qui est universel, la tendresse, un peu de tout, vous avez envie de toucher mais sans que ce soit quelque chose de... c'est pas sexuel, quoi. C'est juste une envie d'embrasser la personne. Et ça m'a fait penser aussi à ce que Daniel Audier disait dans son livre Tantra, cette tendresse extraordinaire qui manque tellement dans le monde actuel et qui serait un état très subtil, hein, cette tendresse, entre simplement l'amour universel, l'amour du prochain qui parfois reste un petit peu distant. Oui, on l'aime, c'est vrai, on lui donne une petite pièce, on peut faire ça. C'est une forme d'amour, certes, mais ça reste un peu distant, vous voyez ce que je veux dire? Ça reste un petit peu abstrait. Dire j'aime l'humanité, vous faites un don à telle association, c'est bien, mais ça reste un peu distant. Ou l'amour qui vire carrément à l'amour sexuel, donc ça, évidemment, c'est la vie, mais c'est avec des partenaires privilégiés, comme on dit, parce que sinon ça peut créer des problèmes aussi. D'ailleurs, l'amour libre des hippies, ça n'a pas trop marché, hein. Bon, ça s'est tombé à l'eau, hein. C'était un idéal ou absolument idéal, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que la société n'est pas prête pour ça, de toute façon. Ça a fait long feu, comme on dit, hein. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne se prêtent pas, quoi. Qui
veut bien être le communisme sexuel, ça n'a pas marché, c'est une utopie qui n'a pas fonctionné, pour un tas de raisons, je ne rentre pas dans les détails de l'échec de cet idéal. Et donc entre un amour qui serait peut-être un peu trop, un devoir d'amour quelque part, comme dans le commandement aime ton prochain comme toi-même, d'ailleurs le Christ n'était pas dupe, je terminerai là-dessus, aime ton prochain comme toi-même, c'est un or, parce que l'amour du prochain, quelqu'un qui passe dans la rue, soit on va plutôt trouver sympa, ça passera quand même par il a une tête qui me revient, voilà, alors on va plus facilement l'aimer. Il y a des gens qui ont une tête qui ne me reviennent pas, comme on dit. Alors, en plus de mal à l'aimer, on va faire un effort. C'est un devoir d'être gentil avec lui, même si on va avoir en vacances avec lui, mais on va être poli, on va lui dire bonjour, vous voyez ce que je veux dire. Bon. D'ailleurs, comme disait très bien Coluche, Jésus a dit aimez-vous les uns les autres, mais il n'a pas interdit les préférences. Ce qui est vrai. C'est excellent. Non, c'est du Coluche. Et le devoir conjugal. Oui, le devoir conjugal. Quel terme terrible. Ah oui, ça, il fallait l'inventer. Ah oui, alors ça fait organisation. Heureusement, ouais. Donc l'amour organisé, oui, non, ça va. Alors, et vous avez l'amour débridé, c'est un amour sexuel, mais avec toutes les conséquences, ça peut quand même, c'est pas sans danger non plus. On peut faire l'éloge d'une sexualité débridée, ça peut avoir des conséquences terribles, violentes, etc. Et donc un juste milieu, ça serait surtout la tendresse. Je pense que dans cette phrase, il y a ça aussi, cette tendresse qui manque terriblement dans les relations humaines aujourd'hui. D'ailleurs, un dernier petit point, dans notre société, alors il y a des sociétés sur ce plan-là qui sont plus sages que la nôtre, où les gens se touchent facilement. Dans les pays du Sud, on est très tactile, c'est une forme de tendresse aussi, voilà. Des caresses, des massages, des choses comme ça, sans qu'il n'y ait aucune idée sexuelle derrière. Ici, en Occident, ça va tout de suite, ça va tout de suite, alors que dans certains cas, je ne dis pas, parfois c'est souvent suspect. Dans certains cas, ça peut être tout simplement innocent. Je me rappelle, lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, il y avait un athlète nord-coréen qui caressait la tête blonde, il avait une vue de tête blonde certainement, et il caressait la tête blonde d'un petit garçon. Et il y a eu toute une campagne aux États-Unis, c'est ridicule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une société qui est devenue paranoïaque, finalement. Et là, à mon avis, ça tue l'amour et ça crée la haine, quoi. Et on voit le résultat, dans les banlieues, etc. Pas que dans les banlieues, toute la violence qu'on a dans nos sociétés. Tout ça vient de ça, je pense, d'une mauvaise compréhension de l'amour, et il faudrait donc relire les textes du tantrisme, de cette tradition indienne. Alors maintenant, malheureusement, l'Inde elle-même ne respecte pas toujours sa philosophie, puisqu'il y a un pays où il y a le viol, où la femme n'est pas respectée toujours, comme elle le devrait. Elle ne peut pas faire d'éloge de la société indienne d'aujourd'hui. Là, il s'agit de grands penseurs qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment écoutés, suffisamment lus ou suffisamment compris. Voilà pour mon exposé. Et donc la parole est à l'Assemblée.